Et si le candidat et les demandes du candidat sont des demandes qui sont sérieuses, que l'entreprise peut offrir parce que ça fonctionnera pour la PME, parce que ça fonctionnera pour les clients, parce que ça fonctionnera pour l'équipe, et donc ça peut fonctionner aussi pour le collaborateur. Alors, pour quelles raisons devrions-nous fixer des règles identiques à tout le monde alors qu'on est tous différents? Salut à toutes et à tous et bienvenue au 15e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de discuter avec des personnes de thématiques liées à l'entreprise et à leur secteur ainsi qu'au développement personnel. Dans ce numéro 15, je discute pour la deuxième fois avec Michel Perrin, qui est le cofondateur et directeur de l'entreprise Uditis, qui est active dans le domaine de l'informatique. Nous avons abordé entre autres les thèmes de l'intégration d'Uditis dans le groupe Secotech, de nouveaux talents, de Green IT et de bioénergie. Je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur Instagram @devbrianoumana, c'est DEV Brian Oumana, c'est là où je publie tout ce qui touche au podcast. Bonne écoute. Salut Michel. Salut Brian. Merci d'être venu à la dernière minute. Agilité. Ouais, exactement. Et en fait, je voulais te revoir cette année. Je n'avais pas prévu que ça soit si tôt dans le sens où j'ai quelques invités de prévus pour les prochains mois. Et malheureusement ou heureusement, étant donné que ça fait qu'on se voit plus rapidement, l'invité qui devait être présent aujourd'hui a dû se désister à la dernière minute. Donc, j'ai quand même pu faire quelques recherches, pu réfléchir pendant la nuit d'hier à toutes les thématiques qu'on pouvait discuter parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Notamment, j'aimerais directement discuter de Secotech. D'accord. Parce qu'en fait, pour revenir un peu en arrière, donc moi j'ai connu Uditis par ton biais il y a quand même quelques années quand j'étais à la HEG. L'entreprise m'a directement intéressé ou interpellé. Après on s'est connus, c'était pour mon travail de bachelor, on s'était vu une fois dans vos locaux. Et puis après on s'est revus hors cadre, hors contexte études ou même podcast, c'était avant. Et puis après on a fait ce podcast. Et d'ailleurs par rapport à ça, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je pense que c'est grâce à toi en partie que j'ai décidé de lancer le podcast. Parce que finalement, tu es la première personne à qui j'ai demandé. Okay. Et si tu avais dit non, je ne suis pas sûr que j'aurais continué les démarches. Okay. Je suis une personne qui tient, qui va jusqu'au bout. Mais là, peut-être que je me serais dit, bon, voilà, c'était une idée comme une autre. Peut-être que c'était pas une bonne idée. Et donc, juste pour revenir par rapport à Uditis, donc j'en parle souvent autour de moi aux personnes. Là, j'ai commencé un brevet fédéral d'informaticien de réseau et donc j'en parle un peu, savoir il y a 4-5 personnes de Neuch, donc voilà, je m'intéresse un peu à ce qu'ils font et souvent moi l'IT ça me fait penser à Uditis, même si nous on est aussi dans l'IT, mais nous on est dans la limite entre l'IT, on va jusqu'au réseau, mais on s'arrête là. Et puis dans l'électricité, mais on s'arrête au courant faible. Et donc Uditis, quand j'en parle, généralement, non pas généralement, toujours, j'ai jamais eu un écho négatif de l'entreprise. Donc voilà, moi j'ai... C'est réjouissant. Ouais, non, c'est clair. Et donc tout ça pour dire que quand vous avez annoncé que vous rejoigniez le groupe Secotech, qui est un groupe basé à Zurich, hein, si je me trompe pas. Alors c'est un groupe, le groupe Secotech il est basé à Delémont. Le financement de ce groupe est fait par une family office zurichoise. Ah voilà, c'est ça, ok. Et donc, en parlant avec quelques personnes, toujours par rapport à Uditis,
ils ont été surpris Oui. par le fait que vous rejoigniez un groupe. C'est vrai quand on pense à... par exemple, si je fais un parallèle avec l'électricité, où il y a le groupe A, par exemple, qui ont mangé beaucoup d'entreprises de la région de Neuchâtel, du Jura, par le biais du groupe Viomnet. Souvent, ça fait un peu peur, si je peux dire ça comme ça. Et puis, on a l'impression que quand une entreprise rejoint un groupe, qu'elle perd un peu ses valeurs, son histoire. C'est pas toujours le cas, mais tout ça pour dire que ça m'intéresse beaucoup qu'on parle de ça, parce que finalement, dans les articles que j'ai lus aussi à ce sujet, vous mentionnez quand même le fait que c'est DBI Services, c'est juste l'entreprise, tout à fait. votre sœur, si on veut dire ça comme ça. Notre sœur, oui, Voilà. tout à fait. Qui partagent vos mêmes valeurs. Pardon. Et donc, le groupe partage aussi les valeurs de ces deux entreprises. Je vais lire un texte d'un article que vous avez fait. Et ça, c'est un extrait que tu as dit. Donc, c'est convaincu de l'agilité qu'offre un groupe de sociétés ayant en commun le sens et les valeurs, nous avons trouvé avec Secotech le partenaire idéal pour étendre notre présence et notre savoir-faire technologique. Ce mariage permet à Uditis de profiter de synergies tout en conservant son ADN. Chose très importante. Oui, tout à fait. Et donc maintenant, en rejoignant ce groupe, quelles sont les ambitions d'Uditis ? Mais les ambitions ne changent pas fondamentalement parce que tout compte fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a rejoint le groupe. Il y a déjà le fait que si tu veux prendre un peu plus d'ampleur dans le cadre des projets, puis avoir des projets qui ont un peu plus de force et de substance, il est souvent nécessaire de pouvoir être affilié à des tiers. Et on avait cette crainte parce qu'on a vécu les mêmes éléments que tu as mentionnés dans le passé, toutes les lectures qu'on a faites, a donné le groupé, mais le monde des banques nous a montré la même chose, c'est que souvent c'est un gros qui achète un plus petit, qui le bouffe, qui le passe à la machine, à l'essorage, et puis qui ressort une substance différente, et ce qui en général perd pas mal d'énergie et d'intensité. Et pour nous, c'était absolument essentiel qu'on puisse, à un moment donné, essayer de grandir tout en gardant notre agilité. Et c'est ça toute la difficulté, parce qu'un bateau peut passer facilement dans le port quand il est agile et peut souvent à sa taille lui permet de garder de l'agilité, des tailles grandissantes, on voit que ça devient un peu plus complexe à manœuvrer. Donc pour nous, c'était vraiment essentiel de rejoindre un groupe en construction. Là, c'était plutôt le fruit du hasard, soyons très très clairs. Nous n'étions pas en grande prospection pour rejoindre un groupe, mais on l'avait déjà mis dans nos possibilités, parce que c'est compliqué à transmettre une entreprise. On avait un actionnariat très pluriel, avec beaucoup de collaborateurs, des associés, le CSEM dans l'actionnariat. Puis on considérait qu'ayant quelques personnes, entre autres moi, qui arrivent plus près de la sortie que de l'entrée de la vie professionnelle, il était nécessaire d'avoir des réflexions, si possible en amont, parce que souvent les réflexions qu'on prend tard sont des réflexions qui ne sont pas tellement pérennes. Donc on avait ces réflexions-là de transmettre à un moment donné la société et de pouvoir, je dirais, y donner une pérennité. Et on a trouvé tout à fait idéal, par vraiment, je dirais, la chance d'une rencontre, parce que l'équipe de DBI voulait transmettre à Uditis une petite société qui s'appelle Arcentis, qui est une société IT. Et puis c'est en discutant avec eux, et alors qu'ils revenaient, eux, de rejoindre ce family office, qui voulait construire un groupe, et on s'est dit, mais tiens, on a des valeurs qui sont très proches, on a des façons de manager différentes, mais les différences sont aussi des grandes richesses. Et puis on a aussi un sens de l'entreprise dans son futur qui nous paraît être aussi très très proche. Donc on s'est dit, allez, on pourrait faire partie d'une famille, mais c'est une famille. J'apprécie ma sœur, j'apprécie mon autre sœur, mais on a des différences. Et on les accepte, ces différences. Et puis si on peut tout d'un coup construire quelque chose ensemble,
parce qu'on a des layers communs qui pourraient se simplifier ou qui pourraient amener de la synergie entre les deux entités, ce serait dommageable de ne pas le faire. Donc c'est vraiment une construction, une co-construction qui nous a semblé idéale avec un partenaire financier qui est Verium, qui est une family office zurichoise, avec laquelle on a eu directement de très bons contacts avec les personnes qui travaillaient sur la partie merge acquisition, mais qui allaient conduire la société aussi après. Pour nous, c'était essentiel. Parce que très souvent, dans ces mécanismes-là, tu as une équipe qui vient étudier la société, et puis ensuite, tu as une autre équipe qui vient la piloter. Et de ce fait-là, tout le temps que tu as passé avec ces gens pour essayer de les comprendre, tu le perds après parce que c'est de nouvelles personnes qui arrivent et qui débarquent, peut-être avec un autre mood, avec des autres visions des choses et avec des autres, je dirais, attitudes. Et là, on a trouvé qu'on avait qu'il y avait des très belles attitudes de l'ensemble de ces partenaires, que ce soit Verium, que ce soit l'équipe de DBI et que ce soit, je dirais, mes collègues du côté du Editis, parce qu'il fallait aligner tout le monde et que tout le monde soit d'accord. C'est clair, ouais. Et ça, c'est déjà une grosse complexité de pouvoir, quand on a un actionnariat qui est pluriel, de pouvoir faire chanter tout le monde sur une chanson nouvelle et une aventure qui reste une aventure et qui a plus d'inconnus que l'histoire qu'on s'était construite ensemble pendant 22 ans. Donc il fallait admettre qu'émotionnellement, il y allait avoir quelque chose à gérer pendant cette période transitionnelle. Et quand tu dis que tout le monde soit d'accord, on est d'accord que tu parles bien de... Donc ce monde-là, c'est la gouvernance, et comme tu as dit, les actionnaires. C'est, en fait, je dis ça parce que Editis, je crois que c'est clair pour tout le monde maintenant, une hiérarchie horizontale, holacratique, ça ne veut pas dire que les décisions sont prises par tout le monde et tout le monde a son mot à dire. Et non. Donc là, c'est bien la gouvernance. Hein. Et c'est bien clair parce que tout ça, naturellement, c'est un travail de longue haleine. Hein. On a fait à peu près 6 à 7 mois de négociations et de discussions. Ce temps-là ne peut pas être partagé par tout le monde parce que quand on fait une négociation, il y a des pics et il y a des creux. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui s'y font. Donc, ça a été géré entre les 4 associés. Et puis, très rapidement, on a intégré le CSEM, qui est un partenaire important de la suite et puis de l'aventure de Editis. Ouais, justement, j'ai vu, vous le mentionniez, donc le CSEM allait rester, ça allait rester un partenaire solide. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait effectivement un accord et que c'était positif pour toutes les parties, que ça soit dans Editis même et pour les autres parties prenantes. Et donc, juste pour la terminologie ou la définition, Family Office. Family Office, c'est une organisation, c'est une société qui gère des fonds financiers de familles qui ont gagné de l'argent et qui placent cet argent. Et de plus en plus, il y a un regard, et ça je trouve très, très à propos, il y a un regard qui est fait plutôt sur les PME, parce que les PME sont peut-être moins florissantes, mais ont une très grande stabilité. Alors que les marchés, si on regarde effectivement les marchés financiers actuellement, on fait un peu du yo-yo, et je pense que c'est une diversification que font ces familles sur le monde de la PME, que ce soit dans les systèmes d'information ou que ce soit dans d'autres branches, hein, puisqu'il y a beaucoup d'autres branches qui sont traitées par ces fonds financiers. D'accord. Et donc tu l'as mentionné, j'ai oublié le nom. J'avais pas forcément retenu l'entreprise, mais non, vous avez racheté l'entreprise cette année. Arsentis, oui, voilà, tout à Arsentis, fait. Oui. C'est une entreprise qui a été qui était la propriété de l'équipe de DBI. Voilà, et c'était un peu l'origine de nos réflexions, de se poser des questions sur la continuité de cette activité IT au sein de DBI, alors qu'eux, ils ont un métier beaucoup plus orienté sur la data, la protection de la data, la gestion de la data. Et c'était le début de l'origine de la discussion. Puis ensuite, on l'a un peu étendu, je dirais même fortement étendu. Et puis, on a considéré que construire une aventure en commun nous paraissait tout à fait adéquat. Okay. Et je dirais 3 mois après, c'est toujours très intéressant. Hein, je pense qu'on doit être dans les 100 jours. Hein. On fait toujours un bilan après 100 jours. Hein, donc, je dirais que les slides sont les mêmes que la réalité.
Donc, ce que l'on pensait s'avère, ce que l'on voyait s'avère. Donc, on est en ligne avec la réalité et on n'a pas de surprise particulière à ce sujet-là. Et vous allez garder une autonomie, que ce soit du côté de DBI ou du DITIS. Mais concrètement, comment est-ce que ça se passe en termes de, on va dire, de décision? Est-ce que vous, donc toi et tes collègues associés, ont toujours le même feu vert qu'avant, ou est-ce qu'il y a quand même certaines limites et décisions qui doivent être plus remontées qu'avant, peut-être? Oui, je dirais, on avait déjà pris une nature au niveau de l'organisation de la société avec un conseil d'administration de tiers, Oui. donc de personnes externes, Mhm, et qui nous challengeaient, mhm, mais qui avaient le devoir de nous challenger. Donc, déjà, les propositions qui étaient faites étaient souvent discutées et challengées. Et j'ai l'impression qu'elles seront de nouveau challengées, mais cette fois-ci avec de nouvelles personnes. Alors, je dirais que le boulot qui change le plus, c'est mon rôle, dans un premier temps, puisque moi, je rapportais à un conseil d'administration de 2 personnes qui étaient avec nous depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, on se connaissait bien, on savait là où on pouvait aller. Et puis là, je suis dans un nouvel apprentissage avec de nouvelles personnes. Donc, on pourrait en avoir une crainte. Et puis, moi, je me dis que c'est une nouvelle aventure. Je ne peux que juste regretter mes 2 anciens administrateurs qui sont sortis de la société parce qu'on a fait un super job ensemble. Mais soyons clairs, mon métier, moi, change parce que j'ai un reporting qui est à faire à d'autres sociétés qui doivent aligner des reportings en différentes sociétés. Donc, de ce fait, oui, mon métier change, mais c'est à peu près le seul qui change dans l'entreprise. Et soyons très clairs, si Uditiz performe et a des résultats qui sont satisfaisants, Uditiz continuera de pouvoir profiter de cette liberté que l'on a et puis de cet acte de proposition. Mais je dirais un peu de la même façon qu'on l'a eu dans le passé. Si on est en difficulté, ben, on a un conseil qui est plus, qui discute plus. Et si on est sur quelque chose qui est plus facile, ben, on peut continuer de développer la société. Il est bien clair qu'on va réfléchir un peu en commun aussi pour qu'on puisse agréger peut-être de nouvelles structures. Donc on a quand même un métier qui s'étend vis-à-vis de la partie, je dirais, du groupe. La partie du groupe, on veut y mettre un poids. On veut y mettre un poids et on y donne déjà une image au niveau du groupe, hein, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Le groupe doit donner sa propre image, sa propre vie. Et pour nous, le groupe, c'est un attracteur de talents. Je ne sais pas si on le dit, attracteur. Alors, doit attirer en tout cas les talents. Donc, on va le profiler pour que ce soit une belle image de société dans lesquelles des collaborateurs ont envie de passer du temps. Et ça, c'est totalement en ligne avec notre vision des choses, puisqu'on est sur 2 paradigmes. Hein. On doit avoir des clients contents, des collaborateurs contents. Et si ça se passe bien et que ces 2 acteurs sont satisfaits, les chiffres devraient être profitables. Donc, et on est dans cette dynamique-là avec le groupe où on va pouvoir profiter peut-être l'un de l'autre pour attirer de nouveaux talents dans l'entreprise. Je pense que dans le futur, je dirais futur proche, ce sera une des complexités des sociétés de systèmes d'information, c'est de pouvoir happer des talents, les garder, les maintenir dans l'entreprise. Et pour ça, il faut beaucoup de créativité. Je pense pas que c'est la problématique dans tous les secteurs. Une des problématiques futures dans tous les secteurs. Ouais, bien sûr, mais peut-être c'est une des problématiques de tous les secteurs. Et je dirais, on a encore une double problématique qui se crée, c'est qu'il y a eu à un moment donné énormément d'attractivité sur le marché de la formation autour des systèmes d'information. Et puis après, les gens sont partis un petit peu dans les parties fintech, dans la finance, dans le social aussi, beaucoup de monde dans le social. Et puis un petit peu plus de difficultés. Ça s'est un petit peu, ça s'est un petit peu requalifié avec l'arrivée du numérique un peu partout. Ça s'est aussi requalifié avec quelques entités comme l'école 42 qui est arrivée à Lausanne, comme Wagon à Lausanne. Il y a plusieurs entités qui sont assez novatrices et qui permettent à des jeunes de pouvoir rebondir sur de nouveaux métiers. Donc on le voit comme étant positif, mais la demande est telle qu'il faut absolument qu'on aille
beaucoup de candidats qui apprécient travailler dans les systèmes d'information. Et le spectre est aussi très large. Et est-ce que tu remarques un changement dans la façon dont les candidats se présentent, dans le sens où est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui les personnes demandent directement certaines conditions et ce sont des conditions qui n'étaient pas forcément demandées avant? Oui, tout à fait. Ben, bien sûr, quand il faut toujours savoir qui c'est qui tient un peu le couteau. C'est ça. Et Justement, il est maintenant, vrai qu'il y a plus de qui demandes. est-ce qui tient le couteau? Il y a plus de demandes. Je pense que le collaborateur a un certain poids maintenant dans l'entreprise. Mais ça se fait, si tout s'est fait en respect durant la durée et tout continue de se faire en tant que tel, même sur un candidat, et si le candidat et les demandes du candidat sont des demandes qui sont sérieuses, que l'entreprise peut offrir parce que ça fonctionnera pour la PME, parce que ça fonctionnera pour les clients, parce que ça fonctionnera pour l'équipe, et donc ça peut fonctionner aussi pour le collaborateur. Alors, pour quelles raisons devrions-nous fixer des règles identiques à tout le monde alors qu'on est tous différents? C'est clair. C'est un peu compliqué cette partie-là, mais ça reste. Moi, je suis convaincu que c'est là que l'on doit amener de la valeur ajoutée pour des PME, pour des sociétés comme les nôtres. C'est d'offrir à nos collaborateurs un cadre de travail qui les inspire et puis qui leur permet de profiter de leur passion et de le faire, je dirais, en étant très serein. Et de ce fait-là, il est nécessaire de faire des compromis. Et ces compromis peuvent se faire directement à l'aspect de la candidature et puis lors du recrutement, en effet. On a des demandes, mais je n'ai pas l'impression qu'elles sont si différentes que dans le passé. D'accord. Mais tu penses que c'est, entre guillemets, exclusivement dédié à vous? Ou est-ce que, en discutant avec... non, tu penses en général, c'est... Non, je pense qu'en général, les jeunes qui sortent de leur formation, ils se donnent des sens nouveaux. Je dirais que ce qu'on leur a fait, puisque leur offre peut interroger à peu près tout le monde, et puis je trouve que c'est intéressant que les jeunes se posent des questions. Parce qu'on ne leur met pas entre les mains quand même le nirvana. Ils héritent un passé qui est un petit peu douloureux. Et là, moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant d'oser demander. Après, tout n'est pas accepté et tout est souvent discuté. C'est clair. Ouais. Et justement, en parlant de jeunes talents, de recrutement, vous avez fait appel à la Team Academy de la HES Valais pour ça, entre autres. Et il y a eu une immersion pour les candidats à l'embauche. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu peux un peu expliquer le processus? C'était naturellement un truc totalement novateur, puis c'était un exercice de style pour la Team Academy, donc qui est une team qui fonctionne assez proche du même modèle que Uditiz, avec quelque chose d'assez ouvert et assez libre. Et puis l'idée était de se dire, jusqu'alors, on a toujours recruté par des solutions assez classiques. Donc un entonnoir sur lequel tu reçois des candidats, un filtrage qui est fait plutôt par les ressources humaines sur un matching de CV. Et là, tu perds déjà des candidats. C'est une évidence que tu perds des talents. Et puis ensuite, sur le solde, une équipe plus technique avec laquelle la personne va travailler, si c'est un recrutement technique. Et puis c'est eux qui vont faire une dernière sélection. Puis dans la dernière sélection, on essaye de les mettre en mouvement. Parce que autant qu'il est facile de se faire écrire un CV, autant qu'il est un peu plus difficile que de faire vivre ses propres idées et sa façon de faire, et surtout sa façon aussi de se comporter. Et là, notre idée, c'était de faire une journée d'immersion avec les candidats retenus sur des travaux de coaching. Des travaux de coaching qui vont nous permettre de ressortir non pas le savoir-faire, puisque lui, il est traité en ligne directe avec des équipes techniques, filtrées en premier par, je dirais, les CV, voire les références, mais de les mettre en situation sur les attitudes et puis sur l'action. Et très souvent, quand on passe à l'action, c'est là que ça se complexifie. Parce qu'on doit réussir à avoir des personnes qui sont autonomes, mais qui ont un esprit d'équipe. Donc c'est naturellement assez antagoniste comme type de démarche. Donc on doit
pouvoir mesurer cela. Et là, l'équipe a bien bossé, cette équipe de jeunes, là, ils ont super bien bossé. Et puis, ils nous ont fait grande surprise sur la façon de faire, donc avec des jeux de rôle, des exercices, et puis des bilans tirés. Et je dirais que les 3-4 personnes qui sont sorties de cette immersion et qui ont été engagées, eh ben, ils sont encore là. Donc, ils ont passé leur cap des 3 mois et je pense qu'ils vont continuer de nous accompagner. Donc, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était assez intéressant, qui est un peu ambivalent par rapport à la remarque que je faisais au préalable sur la complexité de trouver des talents. Là, c'est plutôt pour des postes où effectivement, on a une quantité de personnes qui nous sollicitent qui est un peu plus large. Et puis, on aimerait simplement donner cette phase complémentaire de recrutement sur les attitudes et puis sur l'action. Il faut bien voir que chaque fois qu'une personne a quitté la société, ça a souvent été dû à des problèmes plus d'attitude que des problèmes techniques. Les problèmes techniques se résolvent, les attitudes peuvent être un peu plus délicates à traiter. Mhm. Donc on pense que c'est plus intéressant de se poser des questions en amont qu'en aval, par le simple fait que quand on est dans le jus, c'est plus compliqué à traiter. Donc cet aspect de sélection me paraît, ces critères nouveaux, puisque c'est des critères qu'on additionne à des critères techniques, sont absolument essentiels, parce qu'après, les collaborateurs sont autonomes, la plupart du temps autonomes, très libres. Donc, on a envie de partir directement sur un capital confiance. Ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec Christophe Barmont, Oui. que tu connais, hein, je Oui, crois, Christophe, oui. de Loico, où, et sauf erreur, on en a discuté, je crois pas que c'était hors enregistrement, je crois que c'était pendant notre épisode, où lui il parlait en gros, ça me fait penser à ça parce que donc tu parles d'autonomie, les personnes généralement dans ce type d'organisation ont besoin d'être autonomes pour pouvoir se sentir bien aussi, je pense. Et puis c'est l'idée de travailler en équipe et d'être le plus autonome possible, tout comme tu l'as dit, tout en ayant cet esprit d'équipe. Et donc il y a un filtre naturel qui va se faire lors de... j'imagine que pas toutes les personnes vont postuler chez vous, ou en tout cas les personnes qui n'ont pas envie d'avoir cette autonomie ne vont potentiellement pas postuler chez vous. Mais je pense qu'effectivement il y a des personnes qui se trompent et voient un peu ce modèle utopique et puis voilà, ils voient votre site internet, ils vont un peu regarder, ils disent oh, ça a l'air cool, et puis un peu comme coca.ch ou d'autres entreprises de ce genre, et qui vont finalement se rendre compte que c'est pas ce qu'elles pensaient. Quand je dis pas ce qu'elles pensaient, je fais référence au fait où, par exemple, moi, si je ne bossais pas avec mon père et que je n'avais pas des parts dans l'entreprise, je me verrais complètement dans un modèle comme Uditis, où je sais que je peux bosser de manière autonome, flexible. Je sais que derrière, il faut assurer, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin de leur 8 heures de travail, de 8, midi, 1h, 17h, si j'ai bien fait le calcul. Et après, partir à la maison et puis terminer. Et en fait, ce qu'on discutait avec Christophe, c'était justement que lui, selon lui, il pense, enfin, je vais pas dire des choses que lui ne dirait pas, mais en tout cas, c'est un peu comme je l'avais compris, que aujourd'hui, pour attirer les talents, il faut plus d'entreprises de ce genre. Ouais. Et après, moi, ma question, c'était un peu, ok, mais on fait quoi avec les autres ? Non, alors, je mettrai un petit bémol.
Je pense que si on prend les modèles de ces entreprises qui viennent de l'holacratie, des entreprises libérées et autres, on disait qu'il faut être responsable, autonome, engagé. Et moi, je pense qu'il faut être engagé. Ça, c'est essentiel. Et pour être engagé, il faut être à l'aise par rapport à sa propre personnalité. Et tu ne peux pas avoir que des gens qui sont devant le bateau. Dans une équipe, tu ne peux pas avoir que des tigres. Tu as des chevaux, tu as des moutons, puis tu as des renards. Et si tu as cette pluralité, tu es sûr que tu peux cadrer l'ensemble des besoins. Donc, on n'est pas du tout dogmatique sur le profil. On ne pense pas que... Et on n'a pas que des gens qui sont fortement autonomes. On a des personnes qui ont la possibilité de déclarer qui ils sont sans être jugés. Et tu as des personnes qui ont du leadership naturel et tu as des personnes qui sont des workers et qui ont envie de travailler derrière quelqu'un. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un jugement de valeur entre ces deux typicités de personnes. Et ça veut dire que justement, c'est l'équipe qui va faire après la force. Parce que si tu n'as que des leaders, c'est très compliqué à gérer. Donc tu dois avoir vraiment une mixité de personnalité et de profil. Nous, on travaille sur des mesures de profil qu'on appelle le PCM, c'est le Process Com Management, qui nous permet d'avoir le profil des personnes. Et c'est à bien plaire, c'est celui-là qui décide de le faire. Et celui-là qui décide de le faire, il connaît le profil de tous ceux qui l'ont fait. Et ça permet d'avoir une très bonne communication entre nous. C'est basé sur 6 niveaux de personnalité. Et je trouve que ça, c'est très, très intéressant. Et c'est sans jugement, parce qu'on est convaincu qu'on a avantage à profiter des forces que d'essayer de combler des faiblesses des individus. Chaque fois qu'on a essayé de combler des faiblesses, et ça fait maintenant bientôt 35 ans que je passe du temps managérial, chaque fois qu'on a essayé de combler des faiblesses d'une personne en lui offrant des formations spécifiques sur ses faiblesses, on a dépensé de la thune. On a frustré le gars parce que tout qu'on fait, ça ne l'intéressait pas du tout d'aller combler cette faiblesse qui n'en était pas une, mais qui était certainement un moins grand centre d'intérêt, alors que son collègue d'à côté, c'est peut-être ce qui l'intéresse. Donc, qu'on ne cherche pas à faire une géométrie la plus lisse possible pour chacun des candidats, parce que là, effectivement, c'est des moutons qu'on pose les uns à côté de les autres et qui répondent à des processus qui sont hyper standards. Notre métier n'est pas basé sur des processus hyper standards, parce qu'il faut aussi de la créativité, il faut de l'originalité, et puis surtout, ce qu'on déballe le lendemain, c'est déjà perdu. Donc, on doit toujours être fortement créatif et oser se remettre en question. Donc, on doit admettre qu'on a des processus un peu cabossés. Mais quand je dis cabossés, c'est dans le bon sens du terme. C'est que ces cabots peuvent une fois s'enchevêtrer pour amener de l'aide à quelqu'un, et puis une peine qui est apportée par un tiers qui apprécie faire quelque chose de différent. Donc ça crée plus de difficultés managériales, parce que naturellement que c'est plus facile de poser des petits carrés les uns à côté des autres, mais c'est nettement plus durable au niveau de l'individu, parce qu'on ne doit pas chercher à pousser les personnes à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Et ça, c'est... Tu l'as dit et tu le vois. Moi-même, on l'a remarqué aussi dans l'entreprise où nous, on est une toute petite entreprise et donc aujourd'hui, on peut malheureusement pas dire ou donner l'opportunité à une personne par exemple, qu'elle fasse que de la configuration de switch. Tu vois, nous, on peut pas faire ça. On n'a pas une personne dédiée à 100% à ça. Et donc, c'est vrai qu'on a perdu quelqu'un parce que cette personne voulait uniquement configurer. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas ça. C'est une des raisons qui nous pousse à nous développer, pouvoir donner plus de choses que les personnes veulent faire et non pas les... Doivent. Voilà, exactement. Mais c'est pas simple quand même, hein, parce qu'il faut être très clair, c'est qu'on a besoin d'une taille critique pour pouvoir le faire. Mais dans mon quotidien, comme dans le tien, comme dans le quotidien de tout un chacun, le 80-20, on retombe souvent sur la loi de Pareto, le 80-20 est tout à fait acceptable. Ça veut dire qu'il y a 20% sur lesquels on est en accord, comme quoi on va pas pouvoir délivrer un truc exceptionnel,
Mais on doit le faire parce que ça fait partie de vider la poubelle à la maison et puis qu'on puisse Exactement. quand même vivre en C'est la vie, société. c'est la Et vie. tout le monde est d'accord de le faire. Et quand on arrive à des multiples qui sont un peu différents, et quand on arrive à des 50-50, parce que 50% on doit, 50% on veut, c'est à ce moment-là que les collaborateurs partent. Et si l'entreprise peut offrir à des collaborateurs plusieurs vies à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'ils s'y sentent bien et qu'ils peuvent grandir, mais grandir pour toi et pour moi et pour d'autres, ce sera différent. Il y en a qui veulent grandir par la passion, parce que c'est des personnes qui aiment la technique, et puis devenir des experts. Il y en a d'autres, c'est la gestion de projet. Il y en a d'autres, c'est le management, parce qu'ils aiment les humains. Mais si chacun peut profiter dans l'entreprise de gagner en connaissances et en compétences de différentes nouvelles étapes, pour toujours être affûté, puis toujours être motivé, et toujours avoir de l'énergie dans l'entreprise, on a tout à y gagner. Et ça demande beaucoup de flexibilité. Et c'est pas un buzzword, l'agilité. L'agilité, elle commence par ça. Elle commence par accepter la différence entre les personnes. Mais quand on dit l'accepter, ça veut dire que les rendre légers à pouvoir le dire et sans jugement. J'aime innover. Je n'aime pas le travail récurrent. Je ne suis pas très bon en administration. Je bosse avec un collègue avec lequel je bosse depuis 25 ans. Il est bien carré. Il aime l'administration. Il le fait très bien. J'ai besoin de lui. Il a besoin de moi. On forme une bonne équipe. Et on est d'accord sur ces schémas. Parce qu'il n'y en a pas un qui est en tension par rapport à une attente qu'on ferait de lui, alors que sa personnalité ne lui permet pas simplement de l'adresser facilement. Tu peux apprendre, mais tu ne peux pas y aller si facilement que ça. Et puis là, on perd beaucoup d'énergie. En tout cas, dans les entreprises, moi j'ai l'impression, on perd beaucoup d'énergie pour essayer de faire des gens parfaits. Alors que dès qu'on sort et puis qu'on arrive dans la vie, on est déjà dit imparfait. Et qui peut définir qu'est-ce qu'est la vraie perfection? Et est-ce que, en entrant dans le groupe, ça va également permettre aux collaborateurs et collaboratrices de pouvoir plus grandir? Et là, quand je parle de grandir, justement, je parle de cet aspect de charge de travail, responsabilité, diversification des je vais dire tâches. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, parce qu'on a simplement un terrain de jeu qui est plus grand. Terrain de jeu qui est au niveau des localités, hein, parce qu'il faut se voir, hein, nous on est 65 personnes et on a des personnes qui vivent du côté de Lausanne, qui vivent du côté du Jura. Donc déjà, au niveau de la mobilité, de pouvoir travailler dans des zones d'activité où on évite trop de déplacements, parce que ce déplacement, il est embêtant pour le collaborateur et pour l'entreprise. Pouvoir grandir dans une autre structure parce qu'on a envie d'un changement, mais de rester dans le groupe parce qu'on considère qu'il a des valeurs qui sont communes à ma propre personnalité. Donc oui, ça élargit le terrain de jeu et ça permet à des collaborateurs qui ont envie de grandir, de pouvoir grandir dans l'entreprise. Et on a tous cette petite envie, hein, qui est derrière. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on ait un leurre et de faire peur qu'une entreprise qui est dite assez horizontale dans son acte de décision, c'est surtout pour accentuer le travail sur qui c'est fait. Donc ça sert à quoi que quelqu'un d'en dessus donne des droits ou des autorisations à des personnes qui ont les compétences? Donc c'est plus dans ce sens-là. Et puis à tous les niveaux. Et ça peut permettre à chacun de grandir. Nous, on a une structure, hein, quand même au niveau de l'entreprise. Donc, on grandit dans une structure. On a des associés qui sont les partenaires de la boîte. On a ensuite des mentors qui sont des personnes qui ont été invitées par les associés. Ensuite, on a des experts qui sont souvent des personnes qui ont été plébiscitées après leur candidature par l'ensemble des collaborateurs. C'est aussi assez intéressant, hein, comme type de démarche. Et puis des spécialistes qui commencent chez Uditiz et puis qui interviennent comme dans leurs premières activités chez Uditiz. Et donc on a aussi un peu cette caste. Simplement on essaye de la distordre, on essaye en tout cas d'y créer une distance par rapport à l'exploitation et l'opérationnel. Pour que le quotidien
ne soit pas bloqué par une hiérarchie de contrôle, d'autorité et de pouvoir, qui souvent est castrative. Je suis incapable de faire le travail de certains collaborateurs, et même de la plupart des collaborateurs techniques. Je me sens tout à fait à l'aise et ils le sont aussi. Je douterais qu'ils puissent faire mon job. Donc, de ce fait-là, partageons simplement les jobs, en donnant leur propre nature, quelle est la hauteur et quel est l'impact de ton activité sur l'ensemble de la société. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on mélange tout. L'organisation agile, organisation plutôt libérante, est une organisation d'exploitation opérationnelle qui permet au plus près du terrain de prendre les bonnes décisions. Et quelle a été la réaction des collaborateurs et collaboratrices? Comment est-ce que vous l'avez annoncé qu'on s'était signé, ou est-ce qu'il y a eu en amont une petite information? C'est toujours très très délicat, hein, parce que quand tu mènes une opération, c'est un peu la même chose qu'une affaire. Hein. Quand tu es à 2 doigts de gagner l'affaire, tant que tu n'as pas le courrier avec l'encre sèche, tu peux la perdre. Et puis sonner les trompettes avant d'avoir gagné me paraît toujours être un peu délicat. Alors ça a été un combat. Pour moi, c'est un combat parce que je ne suis pas un grand manager du secret. J'ai rarement tenu des secrets et pourtant là c'est absolument nécessaire et on l'a tenu jusqu'au bout. Et ensuite, on a informé au niveau d'une définition structurelle. La première structure, on a des personnes qu'on avait invitées à des réflexions sur aussi le management buyout, qui était une autre alternative possible. Et ces personnes-là, on les a informées avant d'avoir signé. Parce qu'on considérait, mais quand je dis avant, c'est à 1 semaine près. Donc, il manquait simplement quelques griffes. Pour les respecter aussi vis-à-vis d'un schéma qu'on avait déjà construit ensemble. Et ensuite, les actionnaires, parce que les petits actionnaires n'avaient pas été informés au préalable, donc pour les embarquer aussi avec nous. Et puis ensuite, les collaborateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a un cycle émotionnel. Donc, tu peux raconter les histoires que tu veux. De toute façon, l'histoire que tu racontes ne sera pas l'histoire qui va se faire. C'est l'histoire que tu penses qui va se faire. Donc, on a été assez transparent sur la démarche, quelles en étaient les raisons. Et puis, que le but, c'était d'embarquer tout le monde pour être encore là bien plus tard et plus fort. Et qu'on était en totale confiance, qu'on avait des valeurs qui ne seraient pas discutées. Et puis que le sens de la boîte n'allait pas changer fondamentalement, et clairement, votre job ne va pas changer. Et si on continue de faire du bon boulot, il n'y a absolument aucun problème, on change de propriétaire. Et dans l'opérationnel, le propriétaire, il n'est pas tout le temps là pour te dire ce qu'il faut faire. Ah non, c'est clair, ouais. Surtout dans nos métiers. Voilà, exactement. Et dans une organisation comme la vôtre. Exactement. Ouais. Donc, et je pense que le message, alors il a amené ses peurs, hein, ses craintes. Hein. Quand tu as embarqué des gens pendant autant d'années, parce qu'on a de la fierté d'avoir beaucoup de collaborateurs qui sont là avec nous depuis longtemps, on a une moyenne de fidélité de l'ordre de 10 ans, ce qui est beaucoup hein, dans notre métier, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de sollicitations. Les embarquer avec nous et pendant toute cette période, et puis à un moment donné, leur dire qu'il y a eu une transaction et qu'on leur donne le résultat de la transaction, naturellement, ça crée quand même un certain choc émotionnel sur lequel, après, il faut se mettre simplement totalement à disposition pour échanger, discuter, donner plus de réponses aux questions, et puis laisser les interrogations en interrogation, parce que nous aussi, on en a. Et nous aussi, on en avait, même moins que celui qui recevait l'information directement, parce que ça faisait déjà entre 6 mois et 9 mois qu'on travaillait avec les sociétés avec lesquelles on allait se rejoindre et créer une nouvelle famille. Et ça s'est bien passé, parce que derrière je dirais le cycle émotionnel normal et attendu,
on a été ouvert, on était là au questionnement, on est revenu travailler avec eux pour une raison assez simple, c'est que c'était une grosse opération et avec un de mes associés, on a passé beaucoup de temps sur des travaux, ce qu'on appelle sur une due diligence, et de ce fait-là, on a un tout petit peu mis en parenthèse l'opérationnel. Et inévitablement, quand on dit mis en parenthèse, c'est souvent énergiser. Parce que notre job, en tant que dirigeant, il est plus dans énergiser que faire pour les autres. Donc, il faut être là, il faut être à l'écoute, il faut mettre un peu de jus là où il faut être exemplaire. Et puis là, on était un petit peu en parenthèse sur un sujet qu'on devait tenir en période secrète. Donc, comme un petit peu si on t'abandonne sans te le dire. Donc, il fallait reprendre cela et puis revenir à l'opérationnel et revenir dans les contacts, dans les relations avec nos collègues pendant ces 3 premiers mois, chose que je trouve qu'on a bien fait. Je trouve qu'on l'a bien fait et là, on est totalement dans le bateau de Uddities. Ok. Bah, je me réjouis de voir cette suite de loin et un peu de près quand tu me raconteras comment ça se passe. Et pour parler un peu du secteur de l'IT, aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait déjà quelques années qu'on parle des nouvelles énergies, des énergies renouvelables. Et on sait que le secteur IT est un gros énergivore. Par exemple, le cloud et data center. Je voulais savoir un peu ce que toi t'en penses et si maintenant le groupe Secotech font des pas dans ce sens où maintenant justement on parle de là où le Green IT. Ouais. Donc que ce soit avec des serveurs qui sont beaucoup moins énergivores et qui peuvent engloutir entre guillemets plus de données avec moins d'espace. Et puis maintenant, justement, on a des data centers qui sont c'est du free cooling, c'est du photovoltaïque. Enfin, il y a quand même, on voit quand même de plus en plus de développement dans cette partie d'énergie renouvelable où on entend que ce soit dans les GAFAM ou autres, en fait, je dis toujours GAFAM, mais maintenant, avec Facebook qui a changé de nom, je crois que c'est plus GAFAM. Gamaf. Voilà. Gamam, Gamam. On va laisser GAFAM. Donc, eux aussi annoncent un bilan carbone à 0 d'ici 3 ans ou autre. Et puis, est-ce que toi, tu as un ressenti par rapport à ça dans nos régions ou qu'est-ce que vous, justement, vous faites dans ce sens-là? Bon, soyons très très clairs, il ne faut pas faire du greenwashing par rapport à cette démarche-là. Nous sommes des producteurs de solutions logicielles, des accompagnants dans des sociétés sur leur digitalisation, des aides pour s'occuper de l'informatique globale d'une entreprise et nous n'avons qu'un pilotage restreint. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est chez un client qui a sa propre stratégie et nous, on accompagne et on est un intégrateur chez ce client. Et je crois qu'on doit être très très au clair que sur ces dynamiques-là, on n'a pas énormément de latitude sur ce type de réflexion, si ce n'est qu'on peut en parler. Et ça, c'est dans notre quotidien. Mais ça, c'est très personnel. Ça veut dire que moi, dans mon quotidien, j'ai la chance de travailler, d'avoir des vies un peu à côté et puis de pouvoir être, je dirais aussi en activité dans un conseil d'administration d'une société qui travaille dans le développement durable. Donc, ça me remplit et puis ça m'enthousiasme. Mais dans le cadre de Uddities, dans le cadre de Secotech, on ne peut que le faire du moment où on fait un développement logiciel par, je dirais, en le visant d'une façon smart. Donc, ça veut dire récoltons les données dont on a besoin, travaillons avec les data centers qui nous semblent être les plus adéquats sur leur bilan énergétique, ce qui est compliqué à gérer parce qu'ils ont tous des slides qui sont très solides. Ouais. Donc, c'est assez compliqué, et puis surtout qu'ils sont en pleine mutation et puis en pleine évolution.
faisons des choix de blockchain qui sont des blockchains qui sont moins énergivores. Il en existe moins énergivores que d'autres. Donc, ayons toujours cette réflexion-là, mais soyons honnêtes sur le fait que les systèmes d'information sont des consommateurs qui sont très, très importants et nous sommes les premiers à consommer avec notre matériel mobile. Ouais, c'est clair, et je pense que c'est important. J'ai l'impression, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de ça. Tu vois, tu es sur WhatsApp, tu envoies un audio, et ça, mais ça, là tu es en train de consommer énormément de données et donc d'électricité et d'énergie dans un data center, peu importe où, que ce soit à Dublin ou je sais pas trop où. Et je pense que c'est important d'en parler, d'informer les personnes. Et puis après, quand on a un peu cette conscience, on peut faire un peu plus attention à certaines choses, comme tu as dit, d'utiliser les datas qui sont uniquement nécessaires. Exactement. Et pas plus, parce que dès qu'il y en a plus, tu consommes plus d'énergie. Je ne suis pas un fan des lake of data. Ensuite, il y a des data scientists qui viennent et puis qui en font quelque chose, et puis il y a beaucoup de pertes. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à l'origine, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on capte, on peut faire quoi. Il faut qu'on apprenne à détruire. Oui. On détruit très peu, Ouais, c'est vrai. parce que c'est pas physique. Il faut qu'on mette des compteurs, parce que quand tu es à la pompe à essence et puis que tu vois que l'essence elle est à 2 balles le litre, tu te poses plus de questions sur la pression que tu vas mettre sur la pédale de gaz que si elle était peut-être à 1,50 franc ou à 1,40 comme elle a pu l'être. Donc il y a peut-être des métriques à mettre en place et puis des affichages nouveaux à mettre en place dans le cadre du numérique. Quand tu stockes une photo, de savoir combien d'énergie tu prends pour stocker une photo. Et c'est terrible, mais malgré tout, je reste assez convaincu que c'est qu'en passant par le porte-monnaie de l'acteur que tu réussis à y faire prendre conscience d'une réduction potentielle. Et on n'a pas le choix, on devra arriver à des situations qui seront plus économes, même dans notre transformation digitale. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Parce que tu penses que c'est utopiste d'avoir des centres de données complètement verts, complètement durables? Non, je pense qu'on va arriver. Il y a à chaque fois des évolutions qui sont majeures. Il y a des évolutions majeures, mais en même temps, il y a des consommations qui sont en même force, à la même force que l'évolution. Donc, il y a un moment donné, cette consommation prend le dessus souvent sur l'évolution. On évolue. Si tu prends un ordinateur d'il y a 20 ans, puis un ordinateur d'aujourd'hui, on est dans des utilisations d'énergie qui sont totalement différentes pour des capacités totalement différentes. Donc, je suis confiant de l'évolution. Mais je dirais, comme nous n'avons que peu de temps pour faire des facteurs correctifs importants, je pense qu'il faudra quand même y aller avec un peu plus de rudesse que uniquement de la sensibilité de se dire à quel moment ces photos-là, je pourrais m'en séparer. Et justement, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour notre épisode, donc je voulais quand même parler de développement personnel parce que je sais que tu aimes ça et que tu recherches ça et que tu te développes personnellement constamment. Tu m'avais parlé de la bioénergie. En fait, comme je t'ai dit, j'ai réécouté notre épisode pour me remettre dans le bain et tu en parlais déjà. Enfin, en fait, tu allais commencer cette formation et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était, sauf erreur, fin d'année passée, donc fin de 2021. Tu étais en plein dedans. Et où en es-tu aujourd'hui? Alors, je suis encore en plein dedans, mais j'ai fait une pause. J'ai fait une pause simplement parce qu'effectivement, marier la transition au niveau de la société, accompagner, j'ai ma propre responsabilité aussi sur le choix que l'on a fait. J'ai envie de l'assumer et j'ai envie d'accompagner mes collègues, qui sont la plupart mes amis, à ce que ça se passe bien. Et pour pouvoir le faire, tu ne peux pas aller sur tous les chantiers en même temps. C'est clair. Donc j'ai décidé de mettre mon énergie sur Uditiz. D'accord. Néanmoins, j'ai fait les 2/3 de la formation, donc j'ai une bonne vision de ce qu'on peut faire, qui est pour moi quelque chose de totalement disruptif, soyons très très clairs. Il n'y a absolument aucune relation avec l'énergie dont on vient de parler et celle qu'on peut percevoir effectivement
sur la partie de la bioénergie. Mais est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est? Ouais, c'est hyper compliqué à expliquer, mais soyons très très clairs, autour de nous, on a un corps autour de nous qui a de l'énergie, qui développe de l'énergie. Du reste, tu le ressens et tu le perçois assez fréquemment. Il y a des personnes qui peuvent rentrer dans ton champ, il y a des personnes où c'est un petit peu plus répulsif, hein, et sans te toucher. Donc on est sur ce champ, et puis c'est une mesure de ce champ qui peut avoir des failles et qui peut avoir des problèmes, et c'est là que c'est super intéressant, parce qu'on a un héritage qui est très très fort souvent, l'héritage qui peut être ancestral, hein, qui peut être transgénérationnel, qui peut être de notre jeunesse, et puis ces éléments-là vont nous désorganiser un peu notre énergie, hein, on est une antenne. On a une antenne qui doit être équilibrée entre ciel et terre. Ceux qui sont trop ancrés sont trop dans la terre, et puis tout compte fait, tout est vérité que vis-à-vis d'une certaine science. Puis ceux qui sont trop au soleil, bah, rien n'est vérité, et puis on est trop loin de la réalité. Donc on doit trouver un certain équilibre, et puis on peut mesurer par des mesures énergétiques, effectivement, quel est le champ que l'on a autour de son corps, et ces failles que l'on peut trouver dans ce champ, c'est des alignements ou changements d'axe peuvent être source de difficultés dans notre vie. De difficultés parce qu'on ne sait pas où on veut aller, de difficultés parce qu'on a des problèmes de santé, parce qu'on a des problèmes de stabilité, parce qu'on a des problèmes dans notre couple, parce qu'on a des problèmes dans notre attitude avec la nourriture, et il y a énormément de champs d'inconscience, si on veut bien, et cette possibilité de travailler sur la bioénergie ainsi que sur la kiné, on fait de la bio et de la kiné, amène des pistes, c'est de l'outillage, c'est des outils qui nous permettent de mieux comprendre notre propre fonctionnement, notre héritage, nos difficultés, et ça je trouve tout à fait captivant. Moi je vais vraiment l'utiliser comme outil. J'ai pas envie de faire thérapeute, soyons très très clairs. J'ai passé l'âge, et puis c'est simplement la connaissance complémentaire, parce que le truc qui me fait flipper le plus, et puis sur lequel je suis le plus amoureux, c'est la relation humaine, et puis le fonctionnement entre les gens. Et ça, je trouve tellement incroyable et tellement complexe, que cette complexité, la complexité m'intéresse, la complication, moins. Et donc, quand je dis la complication, monter une montre avec un schéma et un plan, et en ayant un bon binoculaire et puis sans trembler, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop. Comprendre pourquoi cet arbre, il prend le dessus par rapport à ces fleurs qui se trouvent autour, et puis pourquoi tout d'un coup ce petit arbre-là, il est en train de niquer le grand arbre qui est à côté parce qu'il a trouvé une essence supplémentaire, pourquoi tout d'un coup ceux-là ils disparaissent, là je trouve que c'est quand même plus intéressant, parce que ce n'est pas fini. Parce que il restera des incertitudes. Et je trouve intéressant de mélanger les deux choses, entre des certitudes qui nous permettent de décider ce qui est algorithmique et analytique, et continuons de le faire en tant que tel, et des éléments beaucoup plus délicats. Et les actes de décision, c'est les éléments délicats. Quand tu dois décider sur quelque chose, et puis que tu as les cases qui sont les mêmes dans une analyse SWOT, et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu écoutes? Ben, il faut écouter le cœur. Et c'est assez terrible. Et c'est assez dramatique, comme on n'a pas le droit de se le dire, qu'à un moment donné, le cœur a raison par rapport à la tête. Et ça, la plupart des personnes l'écoutent sans oser se le dire. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal à se le dire, comme quoi la petite voix intérieure, on est susceptible de pouvoir l'écouter. Donc c'est un bon mélange de toutes ces mécaniques-là, que moi j'utilise comme outil, sans être dogmatique non plus. Si un fichier Excel tranche sur des vérités, laissons le fichier Excel faire son job. Maintenant, quand ce n'est pas tout à fait le cas, c'est super intéressant d'utiliser ces techniques-là, aussi pour que les gens aillent mieux. Et donc, c'est un outil que tu utilises pour toi-même, pour ta propre connaissance de toi. Et maintenant, tu l'as dit, tu fais partie d'un conseil d'administration. Donc, éventuellement, à moyen terme ou long terme, quand si tu, je ne sais pas, sors d'Uditis un jour, et que tu continues à accompagner, que ça soit Uditis dans un autre cadre, justement peut-être conseil d'administration, ou entre guillemets simplement coach externe, ou dans d'autres conseils d'administration, ce sont des outils que tu pourras utiliser avec les gens, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, et je dirais tout en grande tranquillité. Et le problème, c'est qu'ils sont difficilement explicables, mais ils sont tout à fait perceptibles. Donc, il faut laisser de temps en temps
aussi nos perceptions et puis nos éléments d'intuition. Moi, ce qui me fait rêver toujours, c'est de comprendre l'intuition, comprendre l'innovation et l'intuition. Comprendre l'intuition. Et l'intuition, elle ne tombe pas du ciel. L'intuition, c'est un phénomène qui est très, très particulier et qui n'est pas totalement analytique. Et ça me passionne. Et je fais ces formations pour augmenter mes aptitudes à mieux comprendre. C'est juste un intérêt de s'enrichir sur un terrain de connaissances que je n'avais pas et que j'ai appréhendé au début, parce que je suis un peu quand même cerveau gauche et puis assez cartésien, mais qui m'enrichit et qui me donne un complément d'information qui est super intéressant. À revenir une fois au 30e épisode, je te raconterai d'autres. Complètement, c'est ce que je me disais. Et je voulais quand même aborder la bioénergie parce que justement, tu es donc Uditis, entreprise qui évolue dans les systèmes d'information, et Michel Perrin qui évolue dans la bioénergie. Ça va pas avec, mais je travaille avec des gens très sérieux. C'est ça qui est beau, je trouve. C'est ça qui fait, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc volontiers, on parlera de ça, uniquement de ça. Ce sera 1 heure de bioénergie. Et merci beaucoup, Michel. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir, comme toujours. Moi aussi. Et je te suivrai de près dans cette nouvelle étape. Ouais, merci bien, Marianne. À bientôt. Bye bye. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation. Et si ces discussions vous apportent un minimum d'informations, si elles vous aident, vous motivent, ou que simplement elles vous plaisent, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur votre application de podcast et ou sur YouTube et partagez-le autour de vous. Je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous au dernier vendredi du mois prochain. Ciao, ciao. Thank you.